Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans ce journal. Et à la une de ce mercredi 3 décembre, il y a d'abord la journée internationale des personnes en situation de handicap qui met le handisport à l'honneur à Monaco cette année. Reportage à suivre et nous recevrons ensuite Lionel Galfré, délégué au handicap. En basket, la Roca Team décroche son billet en quart de finale de la Coupe de France après sa victoire face au Paris Basketball hier soir. Le résumé de la rencontre dans quelques minutes. On n'est pas toutes des Cendrillons, c'est le nom d'un spectacle de danse original qui entend déstructurer les codes de la danse classique. Nous avons assisté aux répétitions avant la première. Et puis nous finirons sur une note musicale avec le premier concert baroque proposé hier à l'église du Sacré-Cœur, cap sur l'héritage italien de 1643, consacré par un ensemble musical dont le nom ne peut que donner envie, les Passions. Nous sommes le 3 décembre, c'est la journée internationale des personnes en situation de handicap, l'une des nombreuses dates mondiales que prend très à cœur Monaco, à travers quelques animations par exemple, comme cette exposition photographique dont vous découvrez les images, inaugurée ce matin par le prince Albert II sur la promenade du Larvoto. Elle est signée Romain de Sigalas, qui l'a appelée Au-delà des limites, nom bien choisi puisqu'elle retrace de grandes compétitions internationales de handisport, le handisport qui est au cœur de cette journée spéciale à Monaco cette année. Après cette séquence, le prince souverain s'est rendu au Méridien Beach Plaza pour faire le bilan du Handipact, cette politique publique lancée par la principauté en 2023 et qui permet de mettre en avant les avancées technologiques et sociétales au sens large pour transformer la vie des personnes en situation de handicap. Alban Gingembre et Sylvain Péroumal. À Monaco, près de 500 individus possèdent le statut reconnu de personnes handicapées. Un statut qui demande parfois certaines adaptations. La principauté encourage les initiatives pour une société plus inclusive avec sa politique Handipact. L'objectif, c'est d'être un jour capable d'avoir une cité dans laquelle tout le monde évolue naturellement sans se poser de questions et sans être singularisé. Lancée depuis 3 ans, la politique Handipact fait ses preuves avec de nombreuses initiatives mises en place pour l'inclusion dans les établissements de la Principauté. Le Grimaldi Forum est lauréat du trophée Handipact 2025 pour son exposition couleurs adaptée à différents handicaps. On a fait des choses cette année, on les refera, on va essayer de les améliorer. Récompense également pour l'association monégasque des handicapés moteurs pour son investissement régulier dans les projets portés par Handipact. Merci, bravo. Et le temps fort de cette rencontre, c'est l'échange avec Gaël Rivière, champion olympique de cécifoot et président de la Fédération française handisport. Le sport crée les conditions d'une autonomisation, évidemment. Il valorise les personnes en situation de handicap, leurs compétences, parce qu'elles peuvent les exprimer, les montrer de manière très persuasive, très efficace auprès des gens. Donc le sport a cette force-là, de pouvoir bousculer plus que n'importe quel autre outil, les préjugés que tous nous avons à l'égard des situations de handicap. Capitale mondiale du sport 2025, Monaco met aussi en avant le handisport. Et pour aller plus loin sur cette journée spéciale à Monaco, nous sommes en ligne avec Lionel Galfré. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation ce soir. Vous êtes délégué au handicap auprès du département des affaires sociales et de la santé. Une question d'abord sur le sens de cette journée. Quelle importance revêt-elle pour vous ? C'est une journée qui a pour vocation de sensibiliser l'ensemble de la société au handicap pour que le handicap soit pris en compte, que chacun y pense et que chacun participe à la construction d'une société inclusive. La Journée internationale des personnes handicapées est un moment de sensibilisation et de mise en lumière. C'est pourquoi vous avez décidé de lancer il y a 2 ans une politique nommée Handipact. Comment est-ce qu'elle se caractérise aujourd'hui ? Est-ce qu'elle a évolué depuis 2 ans ? Oui, elle a évolué depuis 1 an. Notre principal objectif dans cette politique, c'est de mettre au centre les personnes en situation de handicap pour qu'elles puissent dire exactement quels sont leurs besoins pour avoir une vie la plus complète possible dans la société tout entière. Et cette année, à l'occasion de la Journée internationale du handicap, le thème c'est handicap et sport. Et ce qu'on veut, c'est appeler l'attention de l'ensemble des clubs, des associations sportives au fait de penser au handisport et à la possibilité d'accueillir des athlètes et des pratiquants qui sont en situation de handicap. Parce que comme l'a dit notre intervenant Gaël Rivière ici, qui est président de la Fédération française de handisport, le sport est une arme d'inclusion massive. Oui, vous venez de le dire, hein, parce que Monaco a reçu le label de capitale mondiale du sport 2025. Elle a choisi d'asser cette journée sur le handisport.
Et pourquoi est-ce que le sport, justement, a toute sa place dans cette journée de sensibilisation? Pourquoi est-ce que le sport rassemble autour du handicap, peut rassembler autour du handicap? Parce que le sport, c'est toujours des moments d'émotion, des moments où de grandes communautés de spectateurs, de téléspectateurs s'unissent derrière une équipe et apprécient la performance sportive. Et apprécier la performance sportive au-delà des différences, même physiques ou de type de handicap, c'est très fédérateur et c'est un moyen exceptionnel d'inclusion. Donc on veut mettre la lumière là-dessus, sur le handisport qu'il convient de développer encore plus. On sait que la principauté est très accessible aux personnes handicapées en général et en particulier aux personnes à mobilité réduite. Quels sont les progrès qui ont déjà été réalisés dans le domaine de l'inclusion sur le territoire ? Alors depuis longtemps maintenant, le territoire de la Principauté de Monaco prend en compte l'accessibilité, notamment à travers les transports. La compagnie des autobus de Monaco, tous les bus sont accessibles, les trottoirs ont des passages inclinés. Le territoire de la Principauté de Monaco est très complexe. Il est complexe parce qu'il est en pente, il est complexe parce qu'il est dense, il est complexe parce qu'il y a souvent des travaux. Ce qu'on a mis en place, c'est une application qui permet aux personnes à mobilité réduite de dire je veux aller de tel point à tel point et de se voir proposer un itinéraire sans obstacle. Et quelles sont les priorités de la politique d'inclusion du gouvernement dans le futur? Est-ce qu'il reste des efforts à accomplir pour rendre le pays encore plus accessible? Oui, bien sûr, les efforts ne s'arrêtent jamais, il y a toujours des choses à faire. Il y a beaucoup de choses à faire sur l'accessibilité encore. L'accessibilité numérique, notamment les informations qui sont délivrées sur les sites internet de tous les organismes qui peuvent exister, comment se rendre dans une salle, par où passer, est-ce que les équipements sont adaptés, est-ce que les équipements ne sont pas adaptés. Oui, il y a des progrès à faire dans de nombreux domaines et on s'y emploie et j'ai bon espoir qu'on puisse progresser tous ensemble parce que l'ensemble de la société est concernée. Lionel Gaffré, délégué au handicap auprès du département des affaires sociales et de la santé, merci d'avoir répondu à nos questions ce soir sur Monaco Info. Merci à vous. La Jeune Chambre économique de Monaco a organisé sa soirée des trophées hier soir à l'Auditorium Régnier 3, un moment qui a permis de célébrer un double anniversaire et de récompenser de jeunes et de futurs entrepreneurs, comme vous allez le voir dans ce reportage signé Fabien Bonilla et Alexandra Paolini. Ils étaient environ 500 entre chefs d'entreprise et représentants des institutions de la Principauté à avoir assisté à la 7e édition des Trophées de la Jeune Chambre économique de Monaco. Cette soirée annuelle met en lumière la créativité et l'audace de la nouvelle génération d'entrepreneurs, une soirée qui célébrait un double anniversaire. Effectivement, soirée particulière puisque ce soir, la Jeune Chambre économique de Monaco organise sa soirée traditionnelle des trophées où nous allons récompenser les lauréats de notre concours d'entreprise, édition particulière puisque c'est la 30e édition cette année. On parle aussi du programme Graines d'entrepreneurs, c'est un programme dans lequel beaucoup de mentors interviennent dans les écoles, les primaires, les lycées et également les collèges pour former un petit peu la jeunesse à la vie de l'entrepreneuriat et donner le goût de l'entrepreneuriat aux plus jeunes. Commençons par la 30e édition du concours de création d'entreprise. Depuis sa création en 1995, ce concours accompagne les porteurs de projets de 18 à 40 ans souhaitant s'implanter à Monaco. Les 10 entreprises finalistes du concours ont présenté leurs projets sur scène. À l'issue, 3 entreprises ont été récompensées. Le 3e prix de 10 000 € revient à Meubles Monaco. Sa créatrice propose une solution pour la gestion du mobilier des résidents grâce à une plateforme de revente en ligne. Le 2e prix de 21 000 € revient à DataGreen. Cette entité offre une solution pour réutiliser l'énergie émise par les data centers à l'aide d'un procédé innovant. Et enfin, le grand gagnant du concours de création d'entreprise, Radio Chantier, a reçu le prix du gouvernement princier, doté de 40 000 €. Cette société accompagne les projets de construction dans la bonne réalisation des opérations à l'aide de l'IA. Ça représente beaucoup de choses parce que dans le jury, il y a énormément de professionnels, de personnes qui ont des carrières monumentales. Et donc d'avoir été reconnu par ces personnes, ça montre non seulement qu'on a une idée qui est viable, mais également que tout le travail qu'on a fourni pour monter le dossier, pour faire quelque chose de viable et de cohérent, ça a apporté ses fruits. Donc c'est sûr que c'est une grosse émotion. Et maintenant, tout reste à faire, donc il va falloir se retrousser les manches.
À noter qu'un coup de cœur du jury est allé à ClickMeal, qui propose un service de restauration par le biais de frigos connectés dans les entreprises. Passons au 10e anniversaire du concours Graines d'entrepreneurs, un concours destiné aux différents établissements de la Principauté, allant du CM2 au lycée. Plus de 350 élèves, accompagnés par 80 mentors, ont participé à cette édition. Un concept qui prend de plus en plus d'ampleur et qui évoluera en dehors de la Jeune Chambre économique par le biais de l'association Graines d'entrepreneurs qui vient d'être créée par David Sirour, ancien président de la Jeune Chambre économique en 2015, et qui est à l'initiative de ce concours de Graines d'entrepreneurs. La relève est assurée. Ouvrons une page de sport à présent avec d'abord le basket. La Roca Team s'est qualifiée pour les quarts de finale de la Coupe de France en éliminant hier soir à la maison le Paris Basketball, tenant du titre au terme d'un match spectaculaire. Score final 109-103 pour Monaco. Retour sur cette rencontre avec Frédéric Elion sur les images de Thomas Deus. L'aventure continue pour Monaco. En Coupe de France, la Roca Team, qui n'a plus remporté cette compétition depuis 2023, a éliminé mardi soir le tenant du titre, le Paris Basketball, à Gaston Médecin en 8e de finale. Un match aux allures de All-Star Game où le talent offensif des joueurs a pris le pas sur des défenses bien permissives. Mike James donne le ton d'entrée, 5 tirs à 3 points dans le premier quart-temps et 32 points au final pour le numéro 55 à 7 sur 7 longue distance. Monaco fait la course en tête du début à la fin sans jamais réaliser le break. Paris navigue à 1 ou 2 possessions toute la deuxième mi-temps sans Nadir Ifi expulsé. Eli Okobo, 19 points, régale Gaston Médecin et quand Paris revient à 95 partout grâce à Robinson en fin de match, Mike James sécurise la victoire sur la ligne des lancers francs. 109-103, Monaco monte dans le quart. Un match avec pas beaucoup de défense, ils marquent 103 points, c'est beaucoup. Après c'est leur identité, hein. C'est une équipe qui joue très vite en attaque. Vous savez que vous allez mettre des points et vous allez rester solide. On a fait le taf. Je sais pas quel tour c'est en Coupe de France, mais je sais qu'on va jouer le prochain et qu'il y en a encore beaucoup pour arriver en finale. Donc voilà, content pour ce match. C'est une défaite qui est très dure parce qu'on a été là, répondu présent à peu près tout le match. Il nous manquait vraiment le petit coup de pouce pour passer devant et arriver à reprendre le lead. Beaucoup de fautes sifflées pendant ce match-là qui leur redonne un élan. Et puis le nombre de fautes techniques aussi. Voilà, c'est des choses que nous on ne peut pas contrôler. Ce que je retiens, c'est qu'on a été agressif et malgré le fait qu'on ait 2 joueurs qui soient exclus du match, on reste concentré sur le match et on donne le meilleur de nous-mêmes. Justement, c'est presque une petite série de playoffs en fait, parce que vous rejouez là dans moins de 48 heures. Quels ajustements selon toi il faut faire pour pourquoi pas gagner en Euroleague dans 2 jours ici? Pour l'instant, c'est dur à dire parce qu'il va falloir revoir la vidéo, voir là où on a pêché ce soir et puis faire les ajustements. Mais je pense qu'une grande partie du match, on était là et on a fait de bonnes choses, donc il ne manque pas grand-chose. Monaco, Paris Basketball, épisode 2, ce sera jeudi à 19h30, toujours à Gaston Médecin, en Euroleague cette fois-ci. En football, une semaine après son exploit face au PSG, Monaco doit confirmer sur la pelouse de Brest vendredi soir en ouverture de la 15e journée de Ligue 1. Les Bretons, 11e au classement, restent quant à eux sur 2 succès consécutifs face à Metz et Strasbourg. Écoutez l'état d'esprit du coach Sébastien Pocognoli et du milieu de terrain Alexander Golovin en conférence d'avant-match aujourd'hui. Cette victoire contre Paris aura tout son sens si on fait un bon match samedi à Brest. Ça, c'est comme ça. Donc, c'était bien pour le PSG parce que ça montre qu'on sait le faire contre les meilleures équipes d'Europe. Mais encore une fois, il n'y a pas de secret. Toute l'équipe a travaillé ensemble, a choisi le match où ils allaient tout donner. Et voilà, il faut le faire maintenant chaque semaine. Et si on arrive à le faire chaque semaine, alors on aura une très bonne saison. It's never easy to play there. It's always windy, small pitch, and their play style they play most of the time long. It's never easy to play there. I think for me, I would say it's one of the difficult games to play away in Ligue 1. And to win this game, we need to be like 100% ready, focus. If I don't know if we're ready for 95, we're gonna lose this game.
C'est aussi du sport. La Fédération monégasque des échecs organise à partir d'aujourd'hui et jusqu'au 9 décembre un tournoi exceptionnel entre deux joueurs internationaux, Maxime Vachier-Lagrave, actuel 15e mondial et numéro 2 français, et le jeune prodige turc Yagis Can Erdoğmuş. L'une de nos équipes est allée à leur rencontre juste avant le début de cette confrontation. Alexandra Pani et Lionel Bernardi. Il a seulement 14 ans et est déjà considéré comme l'avenir des échecs mondiaux. Yagis Can Erdoğmuş a pour ambition de devenir champion du monde dans les 5 prochaines années. Une fierté pour son mécène et mentor de lui offrir cette opportunité de disputer cette rencontre exceptionnelle en principauté. Yagis is probably the next Carlsen or Kasparov. Game is perfect. He just needs time to mature because he's only 14. And I think the location is very important. It shows the growing role of Monaco as a hub for chess, especially women's chess and prodigies. Ce match monégasque lui permet de se mesurer à l'un des meilleurs joueurs mondiaux de ces 2 dernières décennies. Ça donne un challenge intéressant pour lui, forcément. Bon, il affronte un joueur très expérimenté, le joueur très expérimenté que je suis. Et donc, globalement, il essaye de se mesurer à des joueurs de plus en plus forts, en gros, parcourir l'échelle des joueurs mondiaux. Et puis, de mon côté, j'ai trouvé le challenge intéressant, donc d'essayer de représenter également ma génération, la génération des 1990, et de montrer qu'on sait encore jouer un petit peu. 20 ans séparent les deux joueurs. Cette rencontre est attendue comme un véritable choc des générations. Yagis est venu avec son entraîneur, qui est Shakhriar Miedarov, qui est également lui aussi dans les 20 mondiaux. Et Maxime vient aussi avec son entraîneur, qui est Mathieu Cornette, qui est un grand maître français. Voilà, donc les combats, ce sera, on espère, un beau combat. Ils vont se rencontrer une fois par jour. Les parties durent en moyenne 4 à 5 heures. Le vainqueur de ce match sera désigné au meilleur des 6 parties. Une rencontre à suivre jusqu'au 9 décembre sur les plateformes en ligne officielles. Je vous propose maintenant une création monégasque à découvrir hors les murs, sur la scène du théâtre Antea à Antibes. Un spectacle de danse au nom évocateur. On n'est pas toutes des cendrillons qui entend déstructurer les codes de la danse classique. Et la chorégraphe Eugénie Andrin a exceptionnellement rechaussé ses pointes. Alexandra Pani et Julien Logier ont assisté aux répétitions avant la première ce mardi. Pointe et talons hauts. Dans sa nouvelle création, Eugénie Andrin joue sur cet équilibre précaire et bouscule les codes de la danse classique. La jeunesse de ce spectacle, elle remonte à une performance que j'avais fait pour m'amuser. J'étais pas très inspirée. Je me suis dit, tiens, je vais essayer mettre une pointe d'un côté et un talon de l'autre. Et ce sont des contraintes en fait qui m'ont poussée dans des horizons que je ne pensais pas possibles et qui m'ont beaucoup amusée. Et je me suis dit, pourquoi pas faire une pièce, une vraie création avec ces deux accessoires. Des accessoires comme célébration de la liberté et de la diversité des femmes. Je me suis regardée et j'ai vu d'un côté cette pointe, le côté sylphide, je dirais ballet romantique, éthéré, esprit, et de l'autre côté, le côté au contraire très séducteur de la femme, très charnelle. Et je me suis dit, en une seule femme, on a réuni, de façon un petit peu symbolique, une opposition de femmes avec ce côté charnel et ce côté romantique. Et je me suis dit, ça pourrait être un hommage à toutes les femmes, à la diversité et aux différences de toutes ces femmes. J'avoue qu'on est dans une société où je pense qu'on nous en demande toujours plus. On nous demande, surtout peut-être plus particulièrement aux femmes, on le ressent nous peut-être plus, d'être toujours plus belles, toujours plus jeunes, toujours plus performantes, les mamans parfaites, et ça on rejoint l'image de Cendrillon qui est la ménagère parfaite, qui sort toujours bien apprêtée, mais qui fait bien le ménage, qui fait bien à manger, qui s'occupe bien des enfants. Donc c'est pour ça aussi qu'on retrouve un petit peu de Cendrillon. On n'est pas toutes des Cendrillons, c'est qu'on n'est pas toutes forcément ce que la société attend de nous. Et puis voilà, on peut justement par nos différences être un petit peu en marge de la société parfois. Une chorégraphie dynamique d'1 heure, créée initialement pour 9 danseuses, avec la participation de l'école cannoise Rosella Hightower, mais qui a dû être réadaptée
en dernière minute. C'est le spectacle vivant, hein, on ne s'ennuie jamais. C'est qu'on a eu malheureusement à l'internat, parce que c'était danseuse du PNSD Rosella Hightower, qui devait participer en grande majorité à ce spectacle. Et il y a eu une épidémie de grippe au sein de l'internat. Donc bien sûr, j'avais 9 danseuses, il n'en restait plus que 2. Donc on a dû retravailler tout hier, recréer beaucoup de parties. Et puis effectivement, comme il ne restait que 4 en tout, parce qu'il y avait 2 danseuses en plus aussi, 4 est un nombre qui ne convenait pas dans la pièce. Je veux dire, on jouait beaucoup avec le côté impair et j'ai été un petit peu obligée de ressauter dans mes pointes et dans mes escarpins. Et puis voilà, comme je disais, show must go on. Eugénie Andrin, comme dans son récit, a su s'affranchir des contraintes et offre au public une œuvre célébrant la liberté. Voilà, une belle chorégraphie à retrouver jusqu'au 5 décembre sur la scène du Théâtre Antea à Antibes. De la danse à la musique, les mélomanes de la Principauté ont pu assister à un premier concert baroque hier soir, proposé par la Direction des Affaires culturelles. Il a fait salle comble à l'église du Sacré-Cœur, avec sur scène un ensemble intitulé Les Passions et Dulci Jubilo, sur un héritage italien de 1643. José Sacré, Arnaud Imbert et Clélia Renaud étaient présents. 1643, l'héritage italien. Tel était le titre du premier concert de musique baroque proposé par la Direction des Affaires culturelles à l'église du Sacré-Cœur, mardi 2 décembre. Pour interpréter des œuvres de Monteverdi, Carissimi et Charpentier, 2 ensembles étaient invités. Le chœur Dulci Jubilo, que dirige Christopher Gibert, et l'ensemble Les Passions, sous la direction de Jean-Marc Andrieux. Orchestre qui se spécialise dans la musique baroque, c'est-à-dire la musique des XVIIe et XVIIIe siècles, et nous existons depuis bientôt 40 ans. J'ai créé cet ensemble à Toulouse, et puis nous sommes depuis un bon moment maintenant en résidence à Montauban, à côté de Toulouse, et nous donnons des concerts, 30 ou 40 concerts par an. Nous donnons des concerts un peu partout en France, mais aussi à l'étranger. Dulci Jubilo, ce sont nos amis, dirigés par Christopher Gibert, chef de chœur, ami très talentueux, qui est compositeur aussi. Et ce soir, nous avons donc un ensemble de 6 chanteurs solistes, qui nous accompagnent, avec donc les 2 violons, violoncelle et orgue de la formation. Pourquoi ce titre 1643, l'héritage italien, et des musiques de Monteverdi, Carissimi et Charpentier? Monteverdi est mort en 1643, de la même année que Louis XIII aussi d'ailleurs, en France. Et puis c'est l'année de naissance de Marc-Antoine Charpentier. Musique, il y a quand même un repère important que j'ai identifié. Et puis, en fait, Charpentier, qui est un compositeur français, il y avait donc le style français, mais Charpentier a été plutôt influencé par l'Italie, puisqu'il a étudié la composition avec Carissimi à Rome quand il était jeune. Et nous allons en fait illustrer l'influence italienne de la musique de Monteverdi et de Carissimi sur l'œuvre de Charpentier qui va clôturer ce programme. Le prochain concert de musique baroque aura lieu à l'église Saint-Charles, le jeudi 4 décembre, au programme des cantates de Noël de Jean-Sébastien Bach par l'ensemble Concerto Suave. Ce samedi 6 décembre aura lieu le premier festival littéraire international franco-monégasque, qui est aussi le nom de l'association qui l'organise. Ça se passera au Club Bouliste de Fontvieille de 10h à 18h. 3 maisons d'édition sont attendues, ainsi qu'une librairie de bande dessinée et une 50aine d'auteurs francophones pour proposer, discuter et exposer leurs œuvres avec le public, à l'image de l'écrivain Bernard Werber ou encore de l'ancien chef de la mission militaire de l'ONU, le général Dominique Trinquant. Écoutez tous les détails de l'organisateur de l'événement, Christian Berti, au micro de Fabien Bonilla. Ce festival aura lieu donc ce samedi 6 décembre de 10h du matin jusqu'à 18h. Il sera totalement gratuit, ouvert au public, sans aucun problème. C'est un festival qui a pour but de faire redécouvrir la lecture, de faire aimer la lecture, qui s'adresse également aux jeunes comme aux moins jeunes. Et les gens vont pouvoir, comme ça, durant
ce festival, être en contact avec des auteurs. Ils vont pouvoir leur demander de dédicacer les livres qu'ils vont avoir à leur disposition. Donc nous avons une 50aine d'auteurs, un petit peu plus, dont un auteur majeur qui est notre invité spécial, c'est Bernard Werber, qui est connu mondialement pour sa trilogie des fourmis. Indépendamment de lui, il y aura Nathalie Cohen, qui est une agrégée de lettres classiques, professeure de grec et de latin. Nous aurons aussi le général Dominique Trinquant, ancien chef militaire de la mission de l'ONU, et aussi André Perrenne, qui est un auteur, un conférencier, et qui était directeur de l'Académie de musique de Nice, à rayonnement qui sort des frontières niçoises. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans un court instant, vous retrouverez Sarah Kari pour vos prévisions météo. Et juste après, ne manquez pas l'épisode 8 du magazine En immersion avec les sapeurs-pompiers de Monaco, réalisé par Alban Gingembre. On se quitte sur les images des animations de la Journée internationale des personnes en situation de handicap à Monaco, capturées par notre photographe Stéphane Dana. Excellente soirée sur Monaco Info et à demain. Retrouvez la météo avec Suisse Courtage, votre partenaire de confiance en assurance à Monaco. Protection sur mesure pour particuliers et professionnels. Bonsoir à toutes et à tous, ne rangez pas tout de suite vos parapluies. Si le ciel s'éclaircira dans l'après-midi demain, la matinée, elle, s'annonce pluvieuse. Patience donc concernant les températures, elles seront légèrement supérieures à celles d'aujourd'hui, à savoir 11 degrés le matin et 13 degrés l'après-midi. Nous fêterons ce jeudi la Sainte Barbe, la sainte patronne des pompiers. Nous y reviendrons dans notre édition. Et puis, ne manquez pas la dernière pleine lune de l'année, dite super lune. Il s'agit d'un phénomène exceptionnel à ne surtout pas manquer. Passez une très belle soirée sur Monaco Info. C'était la météo avec Suisse Courtage, votre partenaire de confiance en assurance à Monaco. Protection sur mesure pour particuliers et professionnels.